Voilà. Alors, je remercie par avance mes homologues du bureau de la Team France Export Japon, Corée, Taïwan, Bertrand Vellon, François Cotier et Jérôme Julien pour leur présence et leur implication. Après une présentation générale de la zone Asie du Nord-Est, ils vont intervenir et vous présenter les opportunités sur cette zone dans les secteurs de l'agrotech, de l'industrie et clean tech, art de vivre et santé et tech et services. Puis un focus sera fait sur la mission collective Normandie qui aura lieu l'année prochaine du 28 mars au 1er avril. Et ensuite, un temps d'échange est prévu à la fin de l'intervention, effectivement, pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Je vous remercie de bien veiller à couper vos micros. Et puis, Bertrand, je vous laisse la parole. Merci à tous. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Béatrice. Ravi de pouvoir vous présenter ce matin avec mes collègues la zone Asie du Nord-Est, qui est la zone la plus riche d'Asie. Donc on est à l'extrême orient et qui comprend donc le Japon, la Corée et Taïwan. Nous avons pris le parti aujourd'hui d'avoir une approche zone, filière zone, car comme je vais un petit peu vous le montrer en introduction, ces trois pays ont beaucoup de points communs et une prospection sur l'ensemble des trois pays est intéressante pour toutes les sociétés qui viennent, d'autant plus lorsque l'on vient de l'autre bout du monde. La présentation un petit peu d'introduction de la zone, donc comme je vous le disais, Japon, Corée du Sud, Taïwan. Vous avez ici la 3e, la 10e et la 23e économie mondiale qui sont donc majeures et également influentes en Asie. Avec une population qui s'élève à 200 millions d'habitants, dense, donc sur des territoires assez exigus, et très urbanisée dans les trois pays. Là aussi, il y a au niveau démographie, il y a de grandes similitudes entre les trois pays. Similitudes également au niveau de la consommation, puisque dans les trois pays, vous avez une classe moyenne à fort pouvoir d'achat, et vous pourrez vous en rendre compte dans les études des différents secteurs que nous allons vous présenter tout à l'heure. Ce sont également trois pays fortement industrialisés, avec des industries qui sont également très innovantes. Et là aussi, on vous le montrera. Et enfin, ce sont trois pays dans lesquels vous avez un climat des affaires qui est stable et sécurisant. Ce sont trois démocraties bien installées qui fonctionnent bien avec un environnement des affaires qui est classé en A1. Vous vous demandez bien évidemment aujourd'hui quelle est la situation par rapport à la pandémie, la situation sanitaire. La situation sanitaire est assez bonne. Aujourd'hui, nous n'avons pas vécu, si ce n'est... nous avons vécu des confinements sur 2 des 3 pays, la Corée et Taïwan, mais qui n'ont rien à voir avec ceux qui ont pu se dérouler en Europe. Aujourd'hui, je dirais, là où le bas blesse un petit peu, c'est le taux de vaccination qui permettra la réouverture des frontières, mais les choses avancent vite, notamment au Japon et en Corée du Sud, puisque au Japon notamment, on vient d'atteindre les 50% de la population totalement vaccinée. À Taïwan, c'est plus compliqué. Je crois que, je passe sous le contrôle de François, on est aujourd'hui à 4% seulement de la population qui a reçu les 2 vaccins. Mais le premier vaccin, il y a quand même 30 à 40%, je crois déjà qu'il a reçu. Mais avec des taux d'infection par rapport à ce que l'on constate en Europe qui sont beaucoup plus faibles. Résultat, l'activité s'est bien maintenue depuis 1 an et demi dans les 3 pays, avec quand même des différences, notamment au Japon, l'activité a été un petit peu plus en recul, mais à Taïwan, par exemple, que ce soit 2020 ou 2021, la croissance a continué.
Aujourd'hui, le point noir dû à ce retard qu'il y a au niveau de la vaccination, c'est l'ouverture des frontières. Puisque au Japon et à Taïwan, les frontières sont fermées, même pour des longs séjours. Les visas sont délivrés au compte-gouttes. Et en Corée du Sud, la situation est un petit peu meilleure, et notamment pour certains voyageurs, on tourne la quatorzaine a été annulée. Les trois pays se sont mis avec la pandémie à la prospection virtuelle, à visio, et aujourd'hui, il n'y a plus aucun souci, ce qui pouvait poser un petit peu des problèmes avant la pandémie de discuter en visio. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun souci de mener des premiers entretiens de prospection en distanciel. Et bien évidemment, n'étant pas en confinement, les équipes Business France sur place et les gens continuent à travailler tout à fait normalement. Voilà un petit peu pour mon introduction. Donc, je vais passer maintenant la parole à François Cotier, qui est le directeur pays à Taïwan et qui est également le coordinateur agrotech pour la zone Asie du Nord-Est. François? François, on ne t'entend pas? Voilà, est-ce que vous m'entendez? Pardon. Oui, c'est bon. Merci. Donc, on peut passer sur la première slide pour les produits agroalimentaires. On va vous présenter les tendances. On va faire très rapidement, on va survoler cette filière qui est importante, mais en 10 minutes, on ne pourra pas rentrer dans les détails. Donc, comme l'a dit Bertrand, nous sommes sur des pays qui n'ont connu que des confinements légers ou des couvre-feux légers, mais il n'y a pas eu de grands coups de frein à la consommation. Il y a eu des baisses de consommation qui ont eu lieu lors du pic de la crise, par exemple en Corée du Sud, un petit peu au Japon, des effets de précaution à Taïwan, mais on est aujourd'hui revenu à des situations qui sont tout à fait normales et à des marchés qui sont complètement ouverts. L'importance de ces trois marchés pour nous, pour les Français, c'est que ce sont trois marchés qui ne sont pas autosuffisants en produits agroalimentaires. Et ce sont donc des marchés qui doivent faire appel aux importations, parfois d'une manière très lourde, comme au Japon, où je sais 70% des besoins alimentaires du Japon sont couverts par des importations. Une autre tendance, une autre caractéristique de ce marché, c'est l'occidentalisation des habitudes de consommation. Ces trois marchés s'ouvrent vers un mode plus occidental pour se nourrir, et ça en fait pour les produits français des marchés de choix. Tendance commune aux trois pays, ce qu'on appelle la premiumisation, c'est-à-dire que l'on va vers des produits qui sont plus sophistiqués, qui sont plus haut de gamme, qui ont de plus fortes valeurs ajoutées. Donc, on parle des plats, par exemple, préparés individuels. On va parler de boulangerie, pâtisserie. On va parler, par exemple, du développement du guide Michelin dans les trois pays, qui a un impact véritable sur les intrants et sur la consommation de produits occidentaux. Et on va aussi parler des aliments sains et de cette tendance commune à ces trois pays d'un approfondissement du marché des produits bio. Les segments porteurs, on les a mis ici, on a une cohérence dans la zone et on a des tendances qui sont vraiment les mêmes, c'est-à-dire les vins et spiritueux, des produits laitiers et l'ensemble des produits gourmets qui sont pour nous les trois piliers pour le développement de nos ventes à Taïwan. Sur la slide suivante, on va regarder faire un focus sur les vins et spiritueux. Donc ici, vous avez un peu les caractéristiques. La caractéristique numéro 1, c'est que la France est le leader et de très loin en valeur sur ces trois marchés. Ce sont des marchés qui sont matures, mais des marchés qui ne sont pas immobiles, qui sont en évolution et qui ont éventuellement, qui sont à la recherche de produits distinctifs. Par exemple, le Japon, aujourd'hui, recherche des produits de premier prix, des produits d'entrée de gamme, éventuellement des produits en plus petit format qui conviennent plus aisément à la vente en grande distribution spécialisée
ou dans les convenience stores qui sont aujourd'hui des vecteurs très importants pour la vente sur ce pays. Taïwan est fixé, lui, sur le haut de gamme, que l'on parle de vin, que l'on parle de spiritueux. La recherche, le développement du marché est sur ces produits haut de gamme. Pour les spiritueux, avec un phénomène qui est relativement nouveau, qui est le développement de la mixologie, le développement des cocktails, qui est très à la mode, l'ouverture de nombreux bars à cocktails, qui a un impact véritable sur les spiritueux. La Corée du Sud, quant à elle, le mot d'ordre, c'est la diversification des vins avec des origines différentes, avec des couleurs différentes. On est sur une ouverture de type de la consommation. Sur la slide suivante, on peut voir je dirais, les segments porteurs et ce qu'on estime, nous, être des clés de réussite. Un segment porteur dans les vins et spiritueux, la biodynamie. C'est important, on a parlé des produits sains. C'est un phénomène qui est commun aux trois pays. On l'a vu, l'essor de la mixologie sur la Corée du Sud et sur Taïwan. Par contre, Japon et Corée, on va plutôt être sur des produits, on l'a dit, de premier prix, des produits moins chers. Ça, c'est une tendance qui est importante. Et également, le développement du e-commerce sur ces trois pays, c'est lié en partie à la pandémie, mais une forte augmentation des ventes par le e-commerce. Quels sont les facteurs de réussite pour ces trois marchés? D'abord, c'est le bon partenaire. Attention, ne pas négliger le phénomène de l'exclusivité, c'est-à-dire que souvent, on va vous demander cette exclusivité. Et il sera important de trouver le bon partenaire parce que changer de partenaire en cours de route sur ces marchés, c'est extrêmement difficile. Donc, un mauvais partenaire, ça peut être quelque chose que l'on va traîner sur une longue période. Un autre point qui est important pour vous, ça va être d'accompagner votre importateur, de soutenir ses efforts et en particulier en matière de promotion et de marketing. Ces importateurs, ils ont besoin de se sentir épaulés par les marques pour participer au développement de leur vente. Et une autre clé de la réussite sur ces trois marchés, c'est le packaging. Il faut faire attention à ce packaging. Nous sommes dans des pays où le packaging est beaucoup plus soigné et beaucoup plus pointu, je dirais, que ce que l'on peut trouver en Occident. On est à la recherche de produits qui sont moins classiques en matière justement de packaging. Et par exemple, si on prend le Japon, on va rechercher typiquement des produits à ouverture facile, des bouteilles à capsules ou des formats en canette. Si on regarde le deuxième secteur qu'on a choisi de développer, qui sont les produits gourmets, sur la slide suivante, là encore, les produits gourmets, les produits français sont en position de pointe. Pierre, on peut peut-être développer toutes les parties de la slide. Merci. Les produits français, vous le voyez, sont en pointe entre premier et deuxième ou troisième partenaire de chacun des pays. Pourquoi? Parce que nous avons la réputation d'avoir des produits sains. La France a une image de produits sains et ça a été surtout mis en valeur avec un certain nombre de scandales agroalimentaires qui ont pu avoir lieu en Asie. Il y a une importance également, on a mis le petit bonhomme Michelin, de ces guides Michelin qui sont en train de se développer de plus en plus dans nos trois pays. Ces guides Michelin, ils ont un effet d'entraînement important sur la cuisine de type occidental ou sur la cuisine de type fusion et par effet de ricochet sur la vente de ces produits occidentaux sur les consommateurs ou de ces intrants pour les restaurants locaux. Un segment à ne pas négliger, on vous l'a vu ici, les CVS, les convenience stores, les magasins de proximité. Vous voyez que ce sont des nombres très importants, entre 11 500 points de vente à Taïwan et 58 000 sur le Japon. Typiquement, Taïwan est le deuxième pays au monde par nombre de convenience stores par habitant. Ce sont des marchés qu'il ne faut pas négliger et qui représentent des ventes importantes. Sur la slide suivante, si on regarde les tendances, là encore, et les segments porteurs pour ces produits gourmets, les produits diététiques, on l'a dit, les produits santé, c'est quelque chose qui compte, qui se développe très fort. Ne pas négliger l'émergence de nouveaux comportements de consommation avec le développement des monofoyers, c'est-à-dire des foyers à une seule personne, le développement également des femmes qui travaillent, qui a un impact sur les produits consommés.
de plus en plus de plats préparés, l'émergence de plats surgelés, des portions individuelles, pratiques à réchauffer et que l'on peut éventuellement d'ailleurs manger dans ces points de convenience store qui deviennent des endroits où on peut faire du multimarque et en tout cas avoir beaucoup d'activités. Et puis on l'a dit tout à l'heure également, dans la tendance, la premiumisation des produits, on va vraiment de plus en plus vers des produits plus haut de gamme, à plus forte valeur ajoutée. On vous a mis les secteurs porteurs. Il y a un fort développement de la boulangerie-pâtisserie, de la BVP, et ce qui l'accompagne, ce sont les intrants, et les intrants en particulier des produits laitiers. Donc le lait, le beurre, les crèmes, ce sont des produits qui se développent très fort. Et ces secteurs de la BVP, ils se développent aussi parce que vous avez l'émergence de fabricants locaux, de boulangeries locales qui essaiment dans ces 3 pays et qui créent un véritable effet d'entraînement sur la consommation et en parallèle donc sur tout ce qui va être beurre crème. On voit aussi du co-branding particulier. On va avoir des pâtisseries qui vont être faites avec des beurres qui seront AOP. On va les voir, par exemple, des croissants avec beurre Dessigny ou des choses comme ça. Plus on a des AOP, plus ça donne de la valeur au produit. Et puis, ne pas négliger les marques distributeurs qui se développent là également de plus en plus sur l'ensemble de nos 3 pays. En résumé, si on prend des key points pour aborder ces marchés, c'est jouer la marque France. La marque France, c'est une évidence, mais c'est quelque chose dans l'agroalimentaire qui est un véritable atout sur ces 3 pays de l'Asie du Nord-Est. Le storytelling, on va vous le dire partout, mais chez nous, c'est particulièrement important. Faites jouer une histoire de la marque, une histoire du produit, une histoire du terroir. Ce sont des authenticités que les consommateurs de nos 3 pays recherchent et qui sont très liées à l'image de la France. Et puis s'adapter à la pratique des affaires dans une zone qui est quand même exigeante. Alors, on mettrait en exergue, par exemple, la réactivité. Il faut être réactif par rapport aux demandes qui vous sont faites. Et attention, la notion de réactivité n'est pas forcément la même en Asie qu'elle est en France. Ici, elle est beaucoup plus courte. On ne comprend pas si on ne reçoit pas une réponse à une demande dans les 2-3 jours. Le packaging, on en a parlé, c'est important. Pensez à avoir des packagings qui sont différenciés, qui sont soignés, qui sont adaptés à vos clients. Et puis, ne pas négliger les barrières culturelles. Elles sont réelles, et les barrières de la langue. Éventuellement, dès le départ, il faut penser à être accompagné d'un interprète si c'est nécessaire. C'est surtout vrai au Japon, en Corée, un peu moins à Taïwan où les interlocuteurs sont plus anglophones. Mais il faut savoir identifier ces différences culturelles et savoir y répondre. Pour terminer rapidement, vous allez voir l'organigramme de la filière à votre service ici en Asie du Nord-Est. 14 personnes qui sont toutes des personnes locales. À la tête, donc, je suis le coordinateur de la filière, donc je suis chargé de faire l'animation et la coordination des actions sur les 3 marchés. Et puis ensuite, on travaille, si vous voulez, par ligne directrice. Donc, pour l'ensemble des 3 pays, vous voyez, pour les vins et spiritueux, Anne Guinodo, qui est la chef de pôle de Taïwan, et notre référente, notre correspondante sur les vins et spiritueux. Akiko va s'occuper de l'agro-industrie et des équipements pour cette agro-industrie. Et Olivier Dardenne, lui, s'occupera des produits alimentaires. Olivier, qui est le chef de pôle à Séoul. Voilà, rapidement brossé le panorama de l'industrie agro. Donc, je repasse ensuite la parole. Bertrand ou... Oui, tout à fait. Merci François. Donc, je reprends la parole pour vous parler d'industrie et notamment tout de suite commencer par les tendances du secteur. On l'a dit et je l'ai dit en introduction, hein, c'est une zone incontournable pour tous les secteurs industriels et on va un petit peu en parler. Aujourd'hui, c'est une course, c'est un secteur... Une zone qui est en course pour la remodellisation industrielle. Là aussi, on va en reparler, hein, dû notamment au vieillissement de la population et au manque de main-d'œuvre.
une zone dans laquelle la recherche et développement au niveau industrie, on verra également en tech, est omniprésente, hein, puisqu'elle elle représente 25% des budgets de recherche et développement mondiaux, c'est énorme. La nécessité d'intégrer une concurrence locale existante de bon niveau qui montre que les marchés sont dynamiques et un secteur d'activité d'industrie avec des retombées commerciales qui peuvent se faire sur l'ensemble de la zone asiatique, puisque à partir du moment où on a des références industrielles au Japon, considéré comme le marché le plus difficile au monde, vous êtes reconnu et vous pouvez aller très facilement dans tous les autres pays d'Asie. La Corée et Taïwan sont également très intéressant de ce point de vue référence. Les secteurs porteurs, et on va les regarder un peu plus en détail, hein, c'est notamment la robotique industrielle, la maintenance aéronautique et la mobilité de demain. Si on parle de l'industrie 4.0, aujourd'hui, comme je le disais, on est sur trois marchés avec un très fort taux de robots. Hein. En Corée, c'est le marché où il y a le plus de robots au monde. Le Japon étant pour sa part le marché qui produit le plus de robots au monde, avec des grands noms comme Fanuc. On compte des milliers d'usines intelligentes et des souhaits de toujours progresser dans l'industrie 4.0. Ce qui provoque des opportunités, notamment en termes d'IoT et de capteurs, de big data pour pouvoir progresser dans l'automatisation des chaînes de production. Dans la 5G, on verra dans les techs, la Corée notamment était le premier pays au monde en 2019 à déployer la 5G. Et donc les trois pays sont relativement en avance sur le secteur. Demande également d'équipements intelligents, notamment pour la sécurité. Demande de cobotique, hein, avec des assistants robots et des exosquelettes. Et également de logistique intelligente, avec en particulier, par exemple, les chariots automatiques. Si on se penche sur l'énergie et l'environnement, l'énergie et l'environnement, on est dans des marchés à forte pollution, hein, déjà très urbanisés, avec de nombreuses émissions de gaz à effet de serre, des marchés très fortement dépendants, comme vous pouvez le voir sur les slides, au niveau énergétique, des marchés qui s'engagent à atteindre, les trois pays d'atteindre d'ici 2050 la neutralité carbone. Et du coup, notamment pour deux d'entre eux, la Corée et Taïwan, la sortie du nucléaire et donc l'augmentation des énergies renouvelables, ce qui n'empêche pas également au niveau du Japon également de développer les énergies renouvelables, même s'il n'y aura pas de sortie du nucléaire, parce que l'industrie nucléaire au Japon, malgré ce qui s'est passé à Fukushima en 2011, est nécessaire aujourd'hui dans le mix énergétique japonais. Et un souhait politique également d'augmenter l'efficacité énergétique, comme vous voyez, de manière substantielle dans les trois pays. Donc, du coup, les opportunités en matière d'énergie et d'environnement sont au niveau des énergies renouvelables sur l'éolien, et notamment l'éolien flottant ou posé, mais on est vraiment sur l'éolien offshore. Également les énergies renouvelables avec l'hydrolien et les biomasses, et l'efficacité énergétique, notamment en ce qui concerne l'hydrogène. De fortes demandes également en ingénierie environnementale,
notamment au niveau du démantèlement nucléaire, et ça sur les 3 pays, puisque dans les 3 pays, même si au Japon il n'y a pas de sortie du nucléaire, on veut quand même réduire la part du nucléaire, et également des besoins en ingénierie environnementale, notamment pour le monitoring des filtres industriels, des études d'impact sur l'écosystème et la dépollution marine. Dernier gros secteur dans lequel il y a des opportunités au niveau industrie clean tech, c'est celui des transports et de la mobilité. Donc au niveau automobile, vous le savez tous, le Japon et la Corée du Sud, notamment à travers des grandes marques comme Toyota et Hyundai, pour en citer 2, sont de très gros producteurs, fabricants et constructeurs automobiles. Taïwan produit également des véhicules, enfin, assemble des véhicules localement. Au niveau aéronautique et spatial, le Japon, le troisième marché mondial, fournit notamment en 1 énormément Boeing. Au niveau ferroviaire également, il y a des plans nationaux à l'image de ce que l'on a en Corée du Sud, des plans de développement. Au Japon, on est plutôt dans des perspectives de renouvellement des voies ferrées et des technologies. Au niveau maritime, la Corée est le numéro 1 mondial de construction de bateaux et le Japon numéro 3 et le Taïwan numéro 5, notamment positionné sur tout ce qui est yacht de luxe. Donc les opportunités dans ce domaine se situent au niveau de la voiture autonome, notamment voilà, les voitures autonomes, les voitures à hydrogène et les voitures électriques. Au niveau du maritime, ce sont les navires du futur et les équipements spécialisés qui sont recherchés, ainsi que les ports intelligents. On travaille beaucoup sur ces technologies-là. Au niveau aéronautique et ferroviaire, ça va être la maintenance aéronautique civile, le spatial, hein, via la JAXA, l'agence spatiale japonaise, et le ferroviaire, comme je disais, notamment les renouvellements d'équipements et la recherche de technologies de rupture, ainsi que des projets en pays tiers qui sont nombreux, notamment en Asie, de la part de ces différents constructeurs. Pour terminer les key points au niveau industrie clean tech, on retrouve un peu les mêmes que ce que nous a dit mon collègue François, à savoir qu'il faut, pour pouvoir pénétrer le marché, avoir un produit innovant et différenciant. Et dans ce cas-là, on peut très facilement, en tant que PME et ETI, travailler avec des grands groupes locaux. Travailler sur le storytelling, on en a déjà parlé sur l'agro, c'est moins vrai que ça, mais ça permet de montrer un petit peu les références et l'ancienneté des sociétés dans lesquelles on travaille. Bien connaître avant d'arriver le marché et les processus qui peuvent être très variables d'une filière à l'autre, et ne pas oublier, très important, d'assurer les relations sur le long terme une fois que l'on a initié cette relation. Et comme le disait François, parce que beaucoup de choses que François a dit sur l'agro au niveau des relations sont valables pour l'ensemble des secteurs d'activité, ne pas oublier d'être réactif et d'être aux normes, je dirais, asiatiques et plus qu'aux normes européennes. Voilà, pour terminer, juste vous présenter donc les équipes, 10 personnes avec donc 3 correspondants de zone, que sont Sylvain Degers, le chef de pôle en Corée pour l'industrie du futur, Wayne Wang, qu'on appelle plus familièrement Wayne Wang, pour l'énergie et l'environnement en poste à Taïwan, qui est le chef de pôle, et pour la mobilité et l'aéronautique, Alexis Tatul, le chef de pôle à Tokyo.
Voilà pour l'industrie. Je passe la parole maintenant à Jérôme Julian, collègue de Corée et également coordinateur art de vivre santé pour la zone, qui va vous présenter cette filière. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, Jérôme Julian, basé à Séoul. Je vais vous présenter la filière art de vivre santé. Alors deux segments quand même assez différents entre la partie art de vivre et la partie santé, mais qui ont des points communs, notamment sur la partie du consommateur. Hein. Dans notre zone, ce sont des consommateurs qui sont extrêmement informés via les réseaux, qui ont aucun problème à aller chercher l'information en dehors de leur propre pays notamment, et qui sont extrêmement exigeants par rapport aux attentes des produits qu'ils consomment. On a quand même remarqué de forts changements d'habitude suite au Covid. Alors, globalement, on consomme moins et mieux. C'est pour rappeler un peu ce que disait François tout à l'heure, une premiumisation de la consommation. On consomme quand même encore beaucoup et c'est des consommateurs qui ont effectivement un budget assez important, avec des reports aussi de dépenses par rapport notamment à des dépenses qui étaient liées au voyage, qui se sont rabattues sur des produits de consommation ou des produits de luxe qu'on a appelé un peu le revenge shopping dans la zone. L'autre gros impact qui était déjà là avant le Covid, c'est le fort développement du e-commerce dans notre zone, avec effectivement des acteurs locaux d'importance qu'il faut connaître et sur lesquels il faut être distribué de plus en plus. Hein. Ça représente dans certains pays comme la Corée presque la moitié du retail. Côté santé, c'est une zone incontournable, principalement avec une population qui est vieillissante, notamment au Japon, et puis la Corée qui rattrape rapidement aussi les tendances japonaises sur ce point-là, avec une part des plus de 65 ans qui augmente. Les segments porteurs, donc bien sûr la mode, le luxe qui bénéficie de l'image France très, très fortement, la décoration avec des changements aussi intéressants suite au Covid, le sport, le nautisme à Taïwan, le golf pour la Corée et le Japon qui est vraiment une valeur sûre, puis le développement des sports à la maison. Au niveau des cosmétiques, donc besoin des besoins en produits naturels, en soins pour la peau et des nouveaux modes d'achat, on en reparlera tout à l'heure. Et puis sur la santé, vraiment tous les segments sont concernés par l'innovation et par les nouvelles technologies sur la biotechnologie, la digitalisation du secteur notamment, avec un gros focus sur la prévention. Donc, on va faire le point sur chacune des filières. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, sur la santé, vous voyez, les dépenses de santé sont importantes avec un système de remboursement qui est performant. Donc, ce qui est important de noter, c'est vraiment l'importance de la prévention. Les populations font attention à leur santé et sont beaucoup dans la prévention et le diagnostic sur chacun de ces marchés. En Corée, on remarque effectivement en termes de priorité la silver economy, qui est peut-être quelque chose d'un peu plus nouveau qu'au Japon, mais qui avance très rapidement avec un taux de natalité à 0,82 enfants par femme, qui est le plus bas de l'OCDE. Évidemment, les biotech avec des grands plans gouvernementaux sur ce sujet-là et des acteurs coréens qui sont extrêmement agressifs sur ce sujet-là, mais qui ont quand même besoin de technologie et de savoir-faire. Le sujet de la e-santé qui se développe doucement, même si la télémédecine, on en est encore à l'étape des projets pilotes. Sur le Japon, donc un marché très important, avec 88,8 milliards d'euros sur les médicaments et 24,2 milliards sur les dispositifs médicaux. Une R&D qui est très importante dans l'industrie pharma notamment, et les priorités sont la silver economy, les biotech. Alors les équipements de pointe avec surtout tout ce qui est chirurgie mini-invasive, ça c'est vraiment très important. Si vous avez des medical devices sur ces sujets-là, c'est extrêmement recherché par nos interlocuteurs. Et puis développement de la e-santé également. À Taïwan, un marché aussi très, très dynamique avec des hôpitaux à la pointe, avec la 3e place mondiale, car 14 hôpitaux taïwanais sont parmi les 200 premiers mondiaux, donc c'est juste derrière les USA et l'Allemagne. Donc vraiment aussi, je pense, un tourisme médical très développé, avec la silver economy, toujours la biotech, la e-santé et les dispositifs médicaux de pointe recherchés par ces hôpitaux qui sont toujours à la pointe des dernières procédures. Voilà sur le secteur de la santé. Sur les cosmétiques,
Alors, vous avez dû entendre parler de la K-Beauty, Korean Beauty, Japan Beauty, effectivement des gros acteurs localement, mais la France reste quand même sur nos 3 marchés un fournisseur de premier rang, le premier en Corée et au Japon, et le second à Taïwan, parce que le premier à Taïwan, c'est le Japon, en termes d'importation. Il reste de la place pour les produits français, même s'il y a ces géants-là qui prennent effectivement une grande part du marché local. Mais on peut se démarquer avec des produits naturels et bio, notamment dans les dermocosmétiques. Nos produits qui sont reconnus comme étant très fonctionnels et sur des sujets anti-âge, éclaircissants, anti-solaires, des besoins sur les parfums de niche, notamment. Ça marche bien ça en Corée du Sud et à Taïwan, on a eu une très bonne opération sur les parfums de niche qui a permis à des marques de démarrer très fortement. Les compléments alimentaires aussi sont très demandés et les soins capillaires. Voilà aussi des changements avec le Covid, avec le port du masque, notamment sur la gamme maquillage qui a un peu évolué. Effectivement, puisqu'on ne voit plus en baisse de vente des rouges à lèvres, etc. Par contre, une augmentation sur les besoins en dermocosmétique, notamment pour éviter le fameux masque-nez, c'est-à-dire l'acné lié au port du masque. Slide suivante. Donc, normalement, la mode et les accessoires, voilà. Donc, des marchés très dynamiques, des marchés aussi qui sont porteurs sur tout le reste de l'Asie. Hein. Donc, réussir sur ces marchés-là, qui sont extrêmement exigeants, c'est une carte d'entrée pour aller réussir dans le reste de l'Asie. Vous avez par contre des tendances à comprendre, des modes sur lesquels il faut aussi vous adapter, mais qui sont extrêmement intéressantes pour vous permettre de vous développer après dans tout le reste de l'Asie. Bien sûr, un grand succès des marques de luxe suite au revenge shopping, des recherches quand même d'unicité, donc les designers indépendants pour se démarquer un peu, c'est très important. Un besoin enfin voilà, quand on a du made in France, quand on achète du made in France, on s'attend à une finition parfaite, à un design novateur et élégant. Et donc ça, c'est très important pour réussir sur ces marchés. En termes de style, on va chercher par exemple en Corée du Sud le côté désinvolte chic, mais décontracté tout en étant habillé. Donc c'est un équilibre à trouver. À Taïwan, on va avoir un aspect sur l'athleisure, c'est-à-dire un peu les vêtements sportifs qu'on peut porter tous les jours et qu'on peut même porter au bureau s'ils sont assez bien designés. Et vraiment au Japon, un aspect vraiment au Japon, on dit souvent que tout est design, mais dans la mode et les accessoires, c'est vraiment très important et la créativité dans ce secteur-là restera un atout indéniable de votre offre pour vous démarquer sur l'offre internationale qui est disponible. Slide suivante. Sur la décoration, alors un marché aussi en forte croissance et qui est un peu shifté par rapport à ce qu'on avait avant comme débouché qui était plutôt, on va dire, sur l'offre française haut de gamme. On était plutôt dans les hôtels, dans les restaurants, etc. Maintenant, on a un développement beaucoup de l'achat pour son propre domicile. En fait, avec la pandémie, les gens sont quand même restés, même s'ils n'ont pas été confinés, ils sont plus restés chez eux avec parfois des fermetures de restaurants un peu plus tôt, des couvre-feux, etc. Les restaurants, les hôtels ont souffert et donc ont aussi moins investi. Par contre, il y a eu un report sur effectivement la décoration à domicile. Et donc là, importance d'avoir quand même une différenciation, de bien jouer sur les valeurs de la France, l'image de la France, notamment sur la partie design, et penser bien aussi à une offre adaptée, notamment aux plus petits espaces quand même dans les grandes capitales de nos 3 pays, avec aussi une forte proportion de monofoyers. Donc voilà, un secteur tout à fait intéressant et en changement, donc il y a des opportunités à prendre, notamment aussi avec le développement du télétravail, qui n'était pas du tout la norme, donc en fait on aménage aussi un espace de travail et des petits coins bureaux dans la maison. Voilà pour la décoration. Alors, sur ce qu'il faut retenir, bien sûr, il faut se différencier, ça je vous l'ai dit plusieurs fois, avoir des produits innovants avec un design créatif, des produits de qualité et efficaces. Il faut travailler sur son storytelling, il faut en profiter. Dans l'imaginaire des consommateurs, acheter un produit français, c'est aussi acheter une histoire derrière. Donc, il faut s'appuyer sur cette marque France.
Mais il faut aussi arriver bien préparé, comprendre les différences culturelles, les besoins des consommateurs, les tendances qui évoluent très rapidement. Donc, il faut arriver à se mettre à la page. Sur certains secteurs comme la santé, les cosmétiques, il faut bien anticiper la réglementation qui peut être un peu compliquée, mais si on est bien accompagné, qui est tout à fait surmontable. Et puis, quand on dit assurer le suivi, c'est aussi bien avec vos partenaires, hein, il faut venir régulièrement quand vous pourrez revenir, et surtout arriver à bien communiquer auprès de vos consommateurs et de vos clients. Donc là, on insiste sur ce point-là, même si vous avez un partenaire, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire l'effort avec lui pour être présent sur les réseaux sociaux, être présent dans la presse, faire des événements pour maintenir un intérêt pour votre marque. Parce que si les consommateurs sont certes bien informés et ont un bon pouvoir d'achat, ils sont aussi très peu fidèles. Donc, il faut absolument se rappeler à leurs bons souvenirs régulièrement et puis proposer des nouveautés. Voilà sur le secteur. Donc rapidement, une équipe de 13 personnes avec des responsables de pôle, donc Asako Osawa au Japon qui gère également la santé, Yoon Suk-ho à Séoul qui s'occupe de la mode et des décorations, Clay Haché qui s'occupe du pôle à Taipei. Et sur les cosmétiques, on a une référente qui s'appelle Mikako Shina. Voilà, n'hésitez pas à nous consulter pour plus de détails en 10 minutes, on ne pouvait pas en dire beaucoup plus. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Donc je reprends la parole une fois de plus pour vous présenter les tech et services sur la zone. Pour une simple et bonne raison, nous avons choisi en fait au niveau de la zone de rapprocher les filières industrie clean tech et les filières tech et services. Tout simplement parce que beaucoup de technologies, on l'a vu dans la présentation industrie, beaucoup de technologies sont demandées pour l'industrie. Donc, on souhaite avoir des synergies entre les deux équipes et donc on a rapproché les équipes, même si au niveau des expertises, on tient à ce que dans les équipes, chacun puisse garder sa propre expertise. Donc, je vais vous parler du secteur des tendances du secteur des techs. Comme je disais, pour l'industrie, également une zone incontournable parce que la recherche et le développement y est très importante. Hein, c'est un quart des budgets mondiaux qui sont consacrés sur les 3 pays. J'en ai parlé également préalablement, la 5G. Notamment illustre bien des infrastructures qui sont les plus modernes du monde. Et de l'autre côté, vous avez des grands groupes, et notamment les grands groupes japonais, et on va dire iconiques japonais que l'on connaissait depuis des décennies en Europe, comme Sony, Panasonic et autres, qui sont en perte d'innovation et du coup, et qui sont en recherche d'innovation externe et qui font travailler beaucoup de petites sociétés innovantes pour pouvoir justement progresser et regagner du terrain. L'innovation va tellement vite en ce moment que voilà, les grands groupes ne sont pas suffisamment agiles et préfèrent aller chercher. Alors, c'est pas pour cela qu'ils vont essayer de voler la technologie, parce que le temps d'appropriation est trop long et ils préfèrent nettement louer des partenariats avec les PME et les startups françaises pour pouvoir justement gagner et rapidement en innovation. D'autant plus que le système des startups locales se cherche dans les 3 pays et que la French Tech a une image très positive dans la zone et du coup, cela provoque de nombreuses opportunités pour nos entreprises. Les secteurs porteurs, on va les voir un petit peu en détail, mais c'est notamment l'IoT, le blockchain, l'e-commerce, la silver economy, alors on est à cheval aussi sur la santé, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, si on va un petit peu plus dans le détail, au niveau suivant, merci, au niveau de l'électronique photonique, juste pour vous remémorer un petit peu le poids du secteur dans l'économie mondiale, au niveau smartphone,
et tablettes, ce sont entre les grands groupes des 3 pays, c'est 36% de part de marché mondial en termes de production. Au niveau des semi-conducteurs, c'est 63%, les 2/3 du marché mondial qui sont détenus par les entreprises des 3 pays. Au niveau des écrans de télévision, c'est 60% de part mondiale. Et des moniteurs et des accessoires d'informatique, c'est 60 à 90% de part mondiale. Donc vous voyez, au niveau électronique photonique, malgré ce que l'on croit notamment sur la Chine, les 3 pays sont encore prédominants, mais ils sont en recherche de technologie. D'où la suivante, des demandes qui sont importantes de recherche de solutions différenciantes, notamment sur les processeurs d'intelligence artificielle, sur le cloud computing et le big data, et sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée, comme je disais. Au niveau niche technologique aussi, là on le dit, les solutions de niche ou les solutions différenciantes, vous avez des solutions industrielles pour les semi-conducteurs, hein, puisque même s'ils produisent des semi-conducteurs, ils sont en recherche d'optimisation et de gains innovants sur les chaînes de production. Également des recherches de partenariat sur tout ce qui est la deep tech, puisqu'on est en plein sur l'innovation. Si on passe maintenant au secteur du hardware et du software, juste pour rappel que vous avez dans les 3 pays un taux d'accès à Internet qui est très très élevé. On parlait de la 5G, mais d'une manière générale, le taux d'accès à Internet. Le pompon revenant à la Corée du Sud, hein, qui a un taux d'accès pratiquement de 100%. On en a parlé au niveau des robots industriels, l'importance de la zone en la matière, mais également un secteur du robot de service qui est très important, notamment pour pouvoir pallier à la pénurie de main-d'œuvre déjà évoquée tout à l'heure, et notamment au vieillissement de la population qui a besoin d'aide automatisée de tous les jours. Au niveau du marché du logiciel, vous avez un marché avec une taille très importante et des entreprises locales qui sont assez en retard au niveau développement logiciel. Et donc, on le voit, il y a beaucoup d'opportunités dans les 3 pays au niveau du marché du logiciel, à partir du moment, bien évidemment, où on fait les efforts de la localisation de ces produits qui est essentiel, et avec la difficulté que chaque pays a ses propres alphabets et ses propres écritures, au-delà de la langue. Le marché du cloud est également un marché en pleine expansion aujourd'hui, donc avec de nombreuses opportunités offertes pour les sociétés. Donc, pour résumer, 2 opportunités dans la maison connectée grâce à une grande ouverture des consommateurs, hein, toujours en recherche de technologie. Dans l'IoT, notamment appliqué à la ville connectée. Là aussi, on est en plein développement aujourd'hui de ce secteur ici en Asie du Nord-Est, et la robotique dont je vous ai déjà parlé. Le secteur des logiciels, très important aujourd'hui, notamment au Japon avec la pandémie. Le gouvernement a choisi de mettre dans sa politique la transformation digitale, notamment de tout le secteur public, donc avec du coup un soutien gouvernemental très fort pour cette révolution numérique. La croissance exponentielle des données, on en a déjà parlé notamment dans le cadre de l'industrie 4.0, et du coup, si vous pouvez proposer ou avec des partenaires locaux des combinaisons hardware et software, sur lequel donc le hardware, les entreprises des 3 pays vont être assez fortes, vous pouvez intégrer une solution software, vous avez toutes les chances de réussir sur le marché de la zone. Je terminerai par vous parler du e-commerce qui, comme dans le monde entier, aujourd'hui subit une très forte évolution.
Vous le voyez ici, où nous sommes sur des marchés très importants, notamment le Japon, qui est le 4e marché mondial, et la Corée du Sud, qui est le 5e marché mondial. Le e-commerce représentant déjà dans ce pays un tiers du retail. Donc, c'est vraiment important. Et dans les 3 marchés, comme partout dans le monde, l'e-commerce est fortement développé, notamment au Japon, avec une hausse de presque 40%. Très important, vous le voyez, les acteurs présents sur ces 3 marchés, hormis Amazon au Japon et Amazon qui vient tout juste d'arriver en Corée, vous voyez que ces marchés sont dominés par des acteurs typiquement locaux, Rakuten étant un acteur japonais à la base qui s'est développé dans le monde entier. Donc, quelles sont les opportunités pour le e-commerce aujourd'hui? Ces opportunités sont notamment dues au fort pouvoir d'achat de la population qui a une confiance dans les technologies très importante. On a vu les pénétrations d'Internet et cette classe moyenne très large et très consommatrice. Et un contexte positif, notamment des pays, Jérôme et François en ont parlé, avec des modes de vie de plus en plus occidentalisés, qui permettent des ventes en cross-border et qui vous autorisent ensuite, lorsque vous réussissez sur ces marchés, également sur le e-commerce, de devenir des marchés de référence sur la zone. Pour terminer, juste comme pour les autres filières, vous présentez très succinctement l'équipe. Donc, comme vous le voyez, une équipe dont les chefs de pôle sont communs, aujourd'hui dans les 3 pays à Industrie Clean Tech, avec des correspondants sectoriels que sont sur l'électronique et le phononique Sylvain Degers, basé en Corée, Wayne Wang, basé à Taïwan pour tout ce qui est IoT, hardware et logiciel, et Alexis Tato donc à Tokyo pour tout ce qui est Silver Economy, franchise et e-commerce, donc plutôt les services. Voilà. Je terminerai notre présentation par une présentation de notre forum Asie du Nord-Est prévu à Paris chez Business France le 1er décembre 2021, qui viendra en total complément de notre présentation d'aujourd'hui pour que vous ayez une meilleure idée du contexte de ces 3 pays, puisque ce forum qui va se dérouler en 2 temps, avec une séance plénière le matin et l'après-midi, des rendez-vous avec certains grands comptes de la zone, vous permettra notamment à travers une conférence d'ouverture d'avoir une vue globale et générale de la zone, à travers ensuite 3 tables rondes, de connaître un petit peu un petit peu plus dans le détail, parce qu'on vous a présenté ça en 10 minutes, et là, ça sera le tout en une demi-journée, de vous présenter les nouvelles tendances, les nouveaux comportements et les nouveaux modes de consommation, les enjeux industriels et énergétiques dans la zone, et comment pratiquement aborder ces marchés d'Asie du Nord-Est à travers des experts et surtout des témoignages d'entreprises présentes sur la zone, implantées, qui vous permettront de mieux appréhender encore plus en profondeur la zone. Nous ferons également un focus sur les partenariats en Asie du Nord-Est entre entreprises, pour vous montrer que c'est une formule qui marche très bien dans de nombreux secteurs. Et enfin, voilà, comme je le disais, vous aurez des rendez-vous, des possibilités de rendez-vous de 30 minutes avec des entreprises, des grands comptes de la zone qui seront sur Paris ou en visio. En tout, une dizaine sur les 3 pays. Ça vous sera précisé plus tard sur des secteurs d'activité assez variés. Tout ça vous permettant d'être totalement armé pour la mission que la Team France Export vous propose et que va vous présenter juste après moi Béatrice
de la nation pour les entreprises de Normandie. Donc, pour terminer notre présentation zone, en résumé, vous dire que la zone du Nord-Est, c'est un marché d'opportunités sur tous les secteurs d'activité, un marché curieux de nouveautés, où un produit innovant et différenciant a toute sa place, quels que soient les secteurs d'activité, un marché tremplin pour le reste de l'Asie, que ce soit en Asie du Sud-Est, mais également en Chine, puisque c'est un marché de référence. Et donc, nous vous invitons à partir à sa conquête, notamment dans le cadre de la mission collective, avec l'accompagnement de la Team France Export dans votre région, en Normandie, mais également ici sur les 3 pays. J'en ai terminé et je repasse la parole à Béatrice pour la présentation de la mission et la conclusion de ce webinaire. Oui, merci Bertrand. Effectivement, donc quelques mots sur la mission collective Normandie prévue du 28 mars au 1er avril 2022. Le point d'ancrage serait le Japon, avec des extensions possibles sur les pays de la zone, à savoir donc la Corée et Taïwan. Alors, je vous ai préparé une petite chronologie pour vous donner un petit peu une idée de la phase de préparation de la mission. Alors, effectivement, en amont, le point conseil. Alors, il est en effet important que les responsables sectoriels de Business France puissent échanger avec vous afin de valider le potentiel de votre entreprise sur ce marché et définir les cibles. En fait, le point conseil, c'est un échange qui est réalisé en visio entre vous-même, l'expert sectoriel de Business France et votre conseiller international référent. Une fois l'inscription confirmée, les équipes de Business France s'attacheront à contacter les cibles que vous aurez validées ensemble, bien entendu, et à vous présenter une offre conforme à vos attentes et un programme de rendez-vous personnalisé vers les pays ciblés. Et puis ensuite, le débriefing sur place permettra de faire le bilan de la mission et vous donner les recommandations à l'issue des rendez-vous. Alors, quelques repères dans le temps. Donc, le 7 septembre, c'est aujourd'hui, présentation de la mission et les différents secteurs. Ensuite, effectivement, on a fixé la date limite d'inscription à la mission au 17 décembre 2021 pour laisser le temps par la suite, sur la période de janvier-février, d'effectuer le ciblage et puis le cadrage et la préparation de la mission. Et ensuite, le déplacement collectif sur place avec un programme de rendez-vous B2B et le débriefing du 28 mars au 1er avril 2022. Alors, sachez qu'effectivement, on vous propose de vous apporter notre appui logistique pour la mise en place de votre futur déplacement sur place. Voilà, merci. La slide suivante, s'il vous plaît. Je vais dire quelques mots sur le budget à prévoir pour la mission. En fait, 3 prestations possibles en fonction de votre programme de rendez-vous. Alors, le Japon, soit un seul pays, 3 900 € hors taxe par entreprise. Ensuite, Japon plus Corée ou Japon plus Taïwan, soit 2 pays, 6 850 €. Et Japon et Corée et Taïwan, soit 3 pays, 9 800 € hors taxe. Alors, vous voyez sur la présentation que chaque prestation comprend une validation du potentiel marché et un programme de rendez-vous sur mesure, plus une séquence collective au Japon et un ou plusieurs guides des affaires selon les pays ciblés. À cela peut s'ajouter un forfait de 100 € par participant supplémentaire. Alors, il faut savoir que les prestations indiquées ne comprennent pas les frais logistiques. Des aides financières sont possibles et je reviendrai vers vous sur ce point un petit peu plus tard.
Alors, la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, l'accompagnement de la TFE. En effet, la TFE vous accompagne depuis la préparation de la mission jusqu'au déplacement sur place. Alors, je vous ai reprécisé en amont les points forts avec la validation de potentiel marché en lien étroit avec le bureau Business France, Japon, Corée du Sud et Taïwan. Le suivi individuel avec votre conseiller international référent et puis l'appui à l'organisation logistique. Ah, on a perdu la présentation. Voilà, merci. Alors, du coup, sur place, cadrage collectif, dîner, rencontre avec les prospects ciblés. Donc, ça me permet de refaire un petit focus sur le programme prévisionnel sur place, avec une arrivée à Tokyo prévue le samedi 26 ou le dimanche 27 mars. Ensuite, le lendemain, effectivement, le lundi 28 mars, cadrage collectif. Pourquoi? En fait, on vous propose une journée avec un programme collectif, avec une présentation des intervenants et la remise du programme de rendez-vous de la semaine. Un focus également sur la conjoncture économique, la pratique des affaires au Japon et un partage d'expériences avec plusieurs témoignages. Et puis, effectivement, le soir, un dîner networking avec la communauté d'affaires présente sur place. Et ensuite, à partir du mardi 29, commenceront les programmes de rendez-vous individuels. Donc, le mardi 29 et le mercredi 30 au Japon. Ensuite, le jeudi 31 mars et vendredi 1er avril. Donc, l'extension sur le deuxième pays, si souhaité. Et puis, la semaine suivante, l'extension sur le troisième pays, si tel était le cas. Voilà un petit peu pour vous préciser le programme prévu sur place. En fait, le but, effectivement, étant de vous proposer un programme sur mesure selon votre projet, vos marchés d'application et vos cibles, tout en bénéficiant d'une dynamique de groupe et en favorisant le partage et l'approche du marché. Alors, les aides possibles, les avantages financiers, si votre entreprise est éligible aux critères qui sont demandés. Alors, l'impulsion export, en fait, c'est une subvention régionale dont le taux d'intervention correspond maximum à 50% des coûts éligibles hors taxes. Pour le coup, dans le cas présent de la mission, les frais éligibles sont ceux liés à la prestation choisie. Par exemple, 6 850 € pour une prestation de pays, et plus les frais logistiques que vous aurez engagés, avion, hôtel et visa. Ensuite, le chèque relance export, c'est une aide de l'État qui prend en charge 50% du montant des prestations éligibles hors taxes, avec un plafond de 2 000 €. Dans le cas présent, les frais éligibles sont ceux liés uniquement à la prestation. Et enfin, l'assurance prospection proposée par la BPI vous apporte un soutien en trésorerie immédiat et une assurance contre le risque d'échec des démarches de prospection. Alors, il faut savoir que ces 3 aides sont cumulables et au final, le coût pour votre entreprise après déduction de ces aides peut s'avérer très réduit. Une information importante concernant le chèque relance export, le dossier d'éligibilité doit être envoyé au plus tard à la cellule de conseil le 20 décembre 2021. C'est pourquoi je vous invite à contacter rapidement votre conseiller international référent afin de connaître les aides auxquelles vous pouvez prétendre dans le cadre de cette mission. Ou sinon, n'hésitez pas à me contacter et je ferai le suivi auprès de votre conseiller. Béatrice, oui. si je
me permettre, je crois, une bonne nouvelle à annoncer aux personnes qui nous écoutent, c'est que je crois que le plan de relance export a été prorogé jusqu'à fin 2022 et que désormais, les dossiers peuvent être déposés jusqu'au 30 juin 2022. D'accord, ok. Bah, C'est effectivement. nouveau, Béatrice, je crois que ça a été annoncé toute fin de semaine dernière par le gouvernement. D'accord. Bah, de toute façon, effectivement, je vous enverrai chacun l'information par mail vers le site reprécisant tout cela. Oui, merci Bertrand. Effectivement, c'est une bonne nouvelle, hein. Voilà pour moi, en quelques mots, effectivement, sur la mission, ce que je peux vous dire. Donc, je suis bien sûr à votre disposition, ainsi que vos conseillers référents. Avez-vous des questions sur ce qui a été dit par rapport à la mission ou même précédemment sur les présentations par secteur d'activité? Profitez-en, c'est peut-être le moment de poser toutes les questions à ce sujet. Il y avait une question qui a été posée en ligne, à laquelle j'ai répondu, mais peut-être pour profiter tout le monde, qui était de Oui. dire, quelqu'un disait que les visiteurs asiatiques, étant donné les restrictions, ne seraient pas forcément sur les salons européens dans les mois à venir. Effectivement, d'ici la fin de l'année, ça sera le cas. Par contre, comme il y a aujourd'hui une évolution favorable de la vaccination, on peut envisager, sans qu'il y ait aucune garantie, mais on peut peut-être envisager que les visiteurs asiatiques reviennent à partir de 2022 sur les salons européens. Et je dirais, du coup, c'est pour ça que on prévoit cette mission fin mars en présentiel. C'est important, ça, que vous puissiez vous déplacer dans la zone pour prospecter les trois pays. Ça me permet de dire par rapport à la présentation de la mission, vous l'avez bien compris à travers notre présentation, que même si le Japon est le point focal de cette mission fin mars, vous avez tout intérêt à en profiter pour prospecter en même temps un ou deux autres pays. Puisque, vous l'avez vu, les perspectives dans les trois pays sont très similaires. Merci Bertrand pour ces précisions. Alors, il y a une autre question. Peut-on faire deux pays sans faire le Japon, Béatrice, pour la mission? Alors, normalement, effectivement, le point d'ancrage, comme je l'ai dit, c'est le Japon avec les extensions possibles. Après, je pense que Bertrand, vous allez peut-être me confirmer, mais tout est possible, en tout cas au sein de cette mission, en fonction effectivement de l'intérêt de l'entreprise à pouvoir effectivement s'arranger si uniquement la Corée vous intéresse ou la Corée, Taïwan vous intéresse. On peut voir ensemble votre dossier plus précisément. Pour moi, il n'y a pas de frein, en tout cas. Alors, tout à fait, hein. On n'est pas la SNCF, mais chez nous, tout est possible également. Donc, on peut effectivement s'adapter à la demande de l'entreprise en concertation, bien évidemment, avec la Team France Export Normandie pour exploiter au mieux. Mais c'est sûr que oui, si vous n'avez pas d'intérêt pour le Japon à cette période, pour une raison ou pour une autre, on trouvera toujours une solution. Voilà. Il y a d'autres questions. De toute façon, je vous enverrai la présentation. Vous retrouverez tous les contacts qui ont été mentionnés et puis aussi le lien pour revisionner, si besoin, ce webinaire. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, pour moi, c'est bon. Bertrand, peut-être avez-vous quelque chose à rajouter avant de conclure? Juste, Béatrice, vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de présenter la zone.
C'est moi qui vous remercie. Au nom de toute l'équipe zone, donc de Jérôme François et de tous les collègues des 3 pays, des 58 collègues qui sont présents et qui sont là pour vous aider. Voilà, vous dire que nous aurons grand plaisir, nous l'espérons, à pouvoir vous accueillir en mars ici en Asie du Nord-Est et dans l'intervalle, vous aider à préparer ensemble avec les conseillers internationaux et les chargés d'affaires internationaux, votre prospection sur les 3 pays. Merci beaucoup, merci Bertrand, merci à toute l'équipe, merci à vous tous de votre attention et puis je vous souhaite donc en tout cas en Normandie une bonne journée, en Asie une bonne fin de journée et puis on reste de toute façon à disposition pour toute question et à très bientôt. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.